ensuite sur notre vidéothèque France Travail Mobilité Internationale en la barre de conversation. Merci à tous de votre présence. Je laisse donc la parole à l'équipe de New Zealand Services pour cette conférence en live. Bonjour et merci Pauline pour cette introduction. Vous m'entendez là? Tout va bien? Très bien, on vous entend Pas très de bien, problème, Philippe. parfait. Donc, cette conférence s'adresse à tout public, aussi bien des gens qui sont en recherche d'emploi. On va aussi faire un petit coucou à nos amis de Nouvelle-Calédonie qui sont dans des conditions assez difficiles et qui ont aussi des envies d'immigrer en Nouvelle-Zélande. Et l'âge n'est pas un souci. Donc, que vous ayez 20 ans ou 50 ans, ce qu'on va vous dire peut s'appliquer à tout le monde. Voilà. Donc, pour commencer, on va se présenter. On va commencer par les dames. Donc, on a Marie Maravel qui est avec nous aujourd'hui, qui s'occupe de la communication et du marketing pour New Zealand Services. Nous avons aussi Tatiana qui est aussi avec nous, qui, elle, s'occupe de la partie immigration. Elle est conseillère en immigration agréée par le gouvernement néo-zélandais. Avec elle, Julie Mariozzo travaille avec elle. Ensuite, on a Martine Strachan qui, elle, est spécialiste des études supérieures. Ariane, qui est ici, qui est, elle, spécialisée dans tout ce qui est séjour linguistique et tout projet lié à l'éducation. Donc Marie, Julie est, elle, plus spécialisée sur tout ce qui est investissement et immobilier, et moi qui m'occupe de la partie investissement immobilier et aussi tout ce qui est partie commerciale au niveau immigration et tous les autres services. Voilà. Voilà la petite Nouvelle-Zélande. Et une petite précision, on parle tous le français, plus ou moins bien. Voilà. Certains mieux que d'autres. Voilà. Et on parle anglais, bien évidemment, parce qu'en Nouvelle-Zélande, la langue, il y a 3 langues, et notamment l'anglais fait partie des langues officielles. Il y a l'anglais, le maori et la langue des signes. Voilà. Donc, New Zealand Service, on est la seule agence, malheureusement, en Nouvelle-Zélande qui s'occupe des projets des gens de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que à chaque étape de votre projet, on est là pour vous accompagner. Le but, c'est vous nous présenter votre projet et en fonction de votre projet, on va vous donner les possibilités ou pas de pouvoir atteindre notre objectif. Si dans un premier temps, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif, on vous donnera les moyens d'y parvenir, soit par de la formation, soit par des cours d'anglais. On verra avec vous quels sont les meilleurs moyens pour que vous puissiez réaliser votre projet. Et chaque projet est personnalisé parce que le projet d'Ariane n'est pas le même que le projet de Martine ou de Tatiana ou de Marie ou de quelqu'un, de toute autre personne. Donc, c'est vraiment une personnalisation de chaque projet. Comme vous avez pu le voir dans la présentation, on est pluridisciplinaire. Donc, l'intérêt, c'est que lorsque vous nous parlez, on a une vision globale et holistique de votre projet et on va pouvoir adapter notre offre par rapport à vos besoins. Bien évidemment, on parle en français. Ça fait, Ariane et moi, ça fait 23 ans que l'on est immigré en Nouvelle-Zélande et on est passé par toutes ces étapes d'arriver en Nouvelle-Zélande, d'apprendre un nouveau pays et de pouvoir en plus ensuite développer nos activités dans ce pays. Donc, on est passé à peu près par toutes les étapes et donc, fort de cette expérience, on est prêt à la partager avec vous. Et bien évidemment, durant ces 23 ans, on a créé des partenaires avec des gens locaux en Nouvelle-Zélande, des gens en Nouvelle-Calédonie, en France, en Polynésie française et un peu partout dans le monde. Voilà. Merci Marie. Donc, point sur l'actualité en Nouvelle-Zélande. Donc, comment va se passer ce live? On va faire l'activité en Nouvelle-Zélande, on va faire un zoom sur l'économie et le marché de l'emploi. Comment immigrer en Nouvelle-Zélande? Donc ça va être Tatiana qui va nous expliquer comment on peut immigrer. Hein, Tatiana, c'est bien ça? Merci. Ensuite, Marie nous dira comment on peut partir en Working Holiday Visa et quelles sont les choses qu'il faut faire en amont par rapport à ce genre de projet.
Et ensuite, nous allons avoir Ariane qui va venir nous parler de l'éducation. Et ensuite, je reviendrai pour vous parler pour toute personne qui a des envies de créer une entreprise ou d'investir en Nouvelle-Zélande, qui sont aussi une voie pour immigrer en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, beaucoup de gens connaissent la Nouvelle-Zélande à travers des films comme Le Seigneur des Anneaux, comme les Hobbits, qui sont tournés en Nouvelle-Zélande, et vous avez pu voir ces paysages absolument fabuleux. Et on appelle la Nouvelle-Zélande la Suisse du Pacifique, et parce qu'il y a à la fois les montagnes, les lacs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La propreté, la gentillesse. Et quand on se retrouve dans certains endroits, notamment dans l'île du Sud, on pourrait se croire aisément en Suisse. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la Suisse du Pacifique. On l'appelle aussi le grenier du Pacifique, car c'est une terre qui est fortement agricole, où l'élevage fait partie des activités premières de la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On est des grosses différences entre le travail en métropole ou le travail dans un système français, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, on va faire un équilibre, un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est ce qui permet aux gens de bien vivre. Et vous verrez, les Nouveaux-Zélandais sont classés parmi les gens les plus heureux dans le monde. Donc c'est aussi important pour tout le monde de pouvoir faire cet équilibre-là. Il n'y a pas une pression, sociale importante en Nouvelle-Zélande, et les relations entre les employeurs et les employés sont plutôt sur le signe de la bienveillance, et on n'a pas forcément une hiérarchie pyramidale, mais plutôt une hiérarchie horizontale, et toute personne est amenée à donner son avis, et son avis peut être pris en compte au niveau de la direction. Donc, nous, ça fait 23 ans qu'on y est, et on aime beaucoup ce pays pour toutes ces raisons, et en plus, il est loin de tout. C'est ce qui est bien. Voilà. Donc, le gouvernement, la politique d'immigration en Nouvelle-Zélande s'adapte en fonction des besoins économiques du pays. C'est-à-dire que la politique d'immigration est basée sur une politique d'immigration choisie. Donc, vous ne pouvez pas rentrer en Nouvelle-Zélande comme vous voulez et y rester. En tant que Français, Calédonien, Tahitien, vous pouvez rentrer en Nouvelle-Zélande sous un visa visiteur. Vous n'avez pas besoin de demander un visa spécial, et vous pouvez rester 3 mois dans le pays sans autre formalité à demander. Il y a simplement un visa, un e-visa qui s'appelle NZL ITA. C'est simplement pour vous donner le droit d'entrer dans le pays, mais vous n'avez pas de demande spécifique de visa visiteur. Lorsque vous rentrez en Nouvelle-Zélande sous un visa visiteur, vous venez pour visiter le pays. Vous venez pas pour chercher du travail. Vous venez éventuellement pour regarder les opportunités de travail en Nouvelle-Zélande, mais vous venez pas chercher du travail. C'est important, parce que si à la douane, on vous demande qu'est-ce que vous venez faire en Nouvelle-Zélande, et que vous dites je viens chercher un travail, on vous dira reprenez l'avion qui repart, parce que vous n'êtes pas sous le bon visa. Donc, vous venez en Nouvelle-Zélande pour visiter et éventuellement voir les opportunités, mais vous n'venez pas chercher un travail. Donc, la liste des métiers qui sont recherchés par la Nouvelle-Zélande et qui vous permettront de rentrer en Nouvelle-Zélande, Tatiana vous en parlera, on parlera de la Green List, et là, cette Green List peut changer en fonction des besoins économiques du pays et des besoins et des projets qui sont menés par le pays. Autre chose en Nouvelle-Zélande, c'est aussi si vous rentrez, vous êtes invité en Nouvelle-Zélande au départ, généralement sous des visas temporaires. À quelques rares exceptions que Tatiana vous donnera, vous pourrez demander tout de suite la résidence, mais ça veut dire aussi que lorsque vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous devez avoir un comportement exemplaire. Si vous faites, par exemple,
prendre en conduisant en état d'ébriété, vous mettez en péril le fait d'obtenir votre résidence par la suite. Et si vous commettez quoi que ce soit comme crime ou comme délit, vous avez toutes les chances d'être expulsé de la Nouvelle-Zélande. Et il faut savoir qu'une fois qu'on est expulsé de la Nouvelle-Zélande, il est extrêmement difficile ensuite de rentrer dans tous les pays du Commonwealth. Donc attention, lorsqu'on rentre en Nouvelle-Zélande, on respecte les lois et on fait attention de ne pas faire de bêtises. Donc c'est mon côté, le cheveu blanc qui vous dit ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, Marie était un peu trop vite, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas mal de secteurs d'activité qui recrutent. Il y a l'informatique, il y a le tourisme, il y a la construction, il y a l'enseignement, il y a le social, le médical. Et on verra ces différents secteurs par la suite. Surtout, la seule chose, il faut être prêt à bouger, parce que c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est bien, mais pour la plupart d'entre vous, c'est à 22 000 km et c'est un peu loin de la famille, et c'est un peu loin des amis, ainsi de suite. Donc, il faut quand même se préparer en amont au fait que c'est quand même loin de vos attaches. Loin, oui et non, parce qu'on est à 24 heures d'avion. Donc, avant, ils mettaient 6 mois de bateau pour venir en Nouvelle-Zélande. Donc, on a quand même beaucoup raccourci les temps de trajet, mais vous n'allez pas en Nouvelle-Zélande pour le week-end. Voilà. Merci Marie. Donc, quelques chiffres, hein. La Nouvelle-Zélande, comme tous les pays de l'OCDE, ont vécu le Covid. Et là, maintenant, on est en période post-Covid. Avant le Covid, on avait une croissance aux alentours de 3 ou 4 %. Maintenant, on est plus sur une croissance ralentie qu'aux alentours de 0,6 %. Donc, ce n'est pas une croissance négative, mais c'est une croissance beaucoup plus lente qu'elle n'était auparavant. Donc, comme vous le savez, on est assez loin de tout le monde. Donc, le nombre d'habitants, on est 5 millions d'habitants répartis sur un territoire grand comme l'Italie. Donc, on doit être combien? 13 habitants, je demande à ma référence, c'est ma femme qui sait tout, 13 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est par rapport à l'Italie, l'Italie, c'est 115 habitants au kilomètre carré, donc il y a de la place. Et ne souriez pas, il y a plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, forcément, pour qu'il y ait une croissance, le pays est obligatoirement tourné vers l'export et vers l'export de ses produits et de ses services. Nos plus proches voisins, on a un gros marché avec les pays asiatiques et la Chine. Et depuis le 1er mai 2024, il y a eu un traité de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi quelques opportunités pour des postes qui vont être créés sur le commerce avec ces entités-là. L'inflation reste encore élevée, on était à 6%, là on commence à descendre à 4%, mais ça reste quand même aussi important, qui déclenche aussi des taux d'intérêt bancaires qui sont élevés. À l'heure actuelle, le taux directeur de la Banque centrale est à 5,5%, qui fait des crédits des crédits pour l'immobilier, par exemple, à 8,5%. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est ça aussi qui ralentit un peu l'économie, parce que le coût de l'argent est cher, tout ça pour combattre l'inflation. L'export représente donc une grande partie du PIB, donc 16% du PIB est consacré à l'export, et notamment de produits, principalement des produits alimentaires, le lait, la viande, les kiwis, les pommes. Comme on est inversé par rapport aux saisons au niveau de l'Europe, lorsque c'est l'hiver en Europe, c'est l'été en Nouvelle-Zélande, et donc tous les fruits et légumes sont inversés par rapport à l'Europe. Un taux de chômage qui était pendant longtemps aux alentours de 3% et qui monte qui est à ce jour à 4,3%, mais 4,3% dans n'importe quel pays de l'OCDE, ça correspond au plein emploi. Et si vous êtes qualifié, si vous avez envie de travailler, vous pouvez aisément trouver un travail en Nouvelle-Zélande si votre qualification est demandée.
Voilà. Donc là, le taux de chômage, je viens de 4,3% en mars 2024. Bon, c'est un taux qui va se tendre à réduire dans les mois qui suivent parce que l'activité va reprendre si les taux d'intérêt descendent et que la croissance repart. Donc, dans les secteurs d'activité porteurs, secteur porteur, l'agroalimentaire, parce que, comme je vous disais, l'export de produits agroalimentaires fait partie d'un des points importants du PIB. La construction, tout ce qui est bâtiment, l'IT, comme partout dans le monde, avec tout ce qui est cybersécurité et tous les développements de l'informatique, tous les métiers dans l'informatique sont extrêmement demandés en Nouvelle-Zélande. L'hospitalité et le tourisme, parce que le tourisme fait partie je crois que c'est la troisième ou la quatrième source de ressources en Nouvelle-Zélande. Donc forcément, s'il y a des touristes, il faut les accueillir et les servir. La santé, comme partout dans le monde, on recherche toujours des gens en tant qu'infirmières, médecins et dans tous les métiers liés à la santé. Et dernièrement, l'enseignement, où on en recherche beaucoup de personnes dans ce secteur d'activité. Mais ces secteurs-là, la santé et l'enseignement, sont soumis au fait d'être enregistrés. Et c'est là où il y a un peu plus de difficultés pour rentrer dans ce métier-là, mais c'est quand même possible. Voilà. Donc, bien évidemment, suite au Covid, comme partout, il y a certains secteurs d'activité qui ont perdu des emplois et qui ont perdu des gens, et il faut maintenant les remplacer, et c'est assez dur à ce jour. Le salaire minimum fait partie je crois, le deuxième salaire minimum au niveau mondial. Et je crois que le premier salaire minimum, c'est l'Australie, et le salaire minimum est de 13 euros. 13 euros, peut-être Tata vous en parlera, mais c'est environ 13 euros, mais il y a très peu de charges sur ces 13 euros. Et les impôts vous seront prélevés à la charge, seront prélevés à la base. Un salaire pour un employé en Nouvelle-Zélande correspondra pour l'employeur plus ou moins au même salaire, plus les congés payés, plus les KiwiSaver, si les gens décident d'aller au KiwiSaver. Les salaires ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de charges sociales sur les salaires, tant au niveau employeur qu'au niveau employé. Donc, les métiers recherchés, je vous laisse prendre des notes. Construction, charpentier, plâtrier, soudeur, maîtreur, géomètre. Je vous laisse dire, certains métiers sont ouverts et sont fermés. Il y a un moment donné, on a eu besoin de chauffeurs poids lourds et de chauffeurs de bus et de chauffeurs d'engins. Donc, les chauffeurs de bus et les chauffeurs poids lourds, on n'en a plus besoin parce qu'on a trouvé le nombre de personnes nécessaires. Mais en revanche, toute personne qui est chauffeur d'engin est toujours recherchée en Nouvelle-Zélande et peut accéder rapidement à la résidence parce qu'il se trouve sur une liste de métiers recherchés. Mais Tatana vous en parlera par la suite. Bon, tout ce qui est métier IT et engineering sont aussi bien évidemment recherchés comme partout dans le monde. Pour les ingénieurs, certains diplômes d'ingénieurs sont reconnus s'ils font partie des accords de Washington. Mais ça fait partie aussi du job que l'on a, de savoir si vos diplômes sont reconnus ou pas. Ça fait partie de l'accompagnement que New Zealand Service fait avec Tatiana et Julie concernant votre accompagnement pour vos demandes d'immigration. Voilà, Marie. On Donc a, maintenant, Philippe, excuse-moi, oui, on oui. a quelques petites questions dans le chat. Alors, il y a une question qui est liée Working Holiday Visa, on y viendra, je pense, tout à l'heure. Il y a une question de Benjamin qui demande si on peut rentrer pour un travail demandé et ensuite se reconvertir rapidement par la suite. Est-ce qu'il y a des facilités de reconversion Oui, mais si la possibilité de reconversion sera possible à partir du moment qu'on a un visa on a un statut de résident. Vous pouvez pas la reconversion. Soit vous avez un visa d'étudiant et vous faites tout
sous ce visa d'étudiant, Ariane vous en parlera, vous pouvez faire un master, et ainsi de suite, en Nouvelle-Zélande sous ce visa-là qui a certains intérêts, mais vous ne pouvez pas rentrer sous un visa de travail. C'est Tatiana qui me corrige si je fais une erreur. On ne peut pas rentrer sur un visa de travail et dire, bah non, j'ai mon visa et je fais une reconversion. Ça ne marchera pas. Le visa de travail est lié à un emploi et généralement lié à un employeur. OK? D'accord, Oui, merci. alors effectivement, c'est en lien avec les conditions qui sont sur le visa, mais en pratique, on peut envisager une reconversion. La question, c'est de bien vérifier les conditions qui sont sur le visa et de faire les démarches nécessaires si vous voulez vous reconvertir pour que le visa reste toujours valable. Mais bon, il y a tout un processus et les situations individuelles sont tellement différentes et il y a différents types de visas aussi. Certains visas vont vous permettre sans problème de changer de travail. Certains vont effectivement vous lier à un job et il va falloir engager des démarches administratives pour pouvoir changer de type de métier, où effectivement il faut être résident. Voilà. Il y a plein de situations différentes. D'accord. Il n'y a aucune réponse. Concernant l'immigration, il n'y a aucune réponse simple. Parce que, comme vient de le dire Tatiana, ça dépend des situations personnelles de chacun. D'accord, merci. On a également une question au sujet de l'immobilier qui semble assez cher. Est-ce que vous confirmez qu'en locatif ou même en propriété, les salaires sont élevés, mais les loyers également et l'achat également? Oui, mais c'est pareil, l'immobilier peut être cher, mais bon, vous inquiétez pas, tant que vous n'êtes pas résident en Nouvelle-Zélande, vous ne pouvez pas acheter de l'immobilier en Nouvelle-Zélande. Il faut être résident pour pouvoir acheter de l'immobilier. Après, les loyers vont être chers si vous habitez sur Auckland et sa région, mais si vous sortez d'Auckland, les loyers seront moins chers. Pour donner un exemple, on va parler de loyer. Si vous regardez sur les sites de location, on va parler de loyer à la semaine, on va indiquer le prix à la semaine. Parce que dans le temps, excusez-moi, la coutume était que les salariés étaient payés en cash à la semaine et ça leur permettait de faire leur rapport entre ce qu'ils gagnaient et combien leur coûtait leur loyer. Donc, pour donner un exemple, un studio en centre-ville d'Auckland, il va se louer 400$ la semaine, donc cette fois-ci 240 € la semaine pour un studio en centre-ville d'Auckland. OK? Pour une maison avec 3 chambres, on va être aux alentours de 1000$ dans un quartier pas central, mais un peu périphérique. 1000$, ça va correspondre à 600€ la semaine. Donc, c'est vrai que ça peut être élevé si on est sur Auckland, mais Auckland étant la plus grande ville parce qu'il y a 1,5 million d'habitants, mais il y a aussi Wellington, il y a aussi Christchurch, il y a aussi d'autres endroits qui sont aussi pourvoyeurs d'emplois où les salaires sont les mêmes, mais les loyers seront moins élevés. Et au départ, pas mal de gens, notamment les Working Holiday Visa, utilisent la solution de Flatmet de colocation. N'est-ce pas, Marie? Oui, je suis en colocation. Voilà. Merci. Merci Marie, merci Philippe. On a beaucoup de questions sur l'immigration. On va peut-être laisser Tatiana en parler et on verra si elle répond à vos questions pendant son intervention. Oui, merci. Merci Pauline et merci Pauline d'avoir organisé cette visio. Oui, alors je vois qu'effectivement, il y a pas mal de questions techniques et je pense que ça va pas forcément être facile de répondre à tout et je crois que généralement, vous allez être frustrés par des réponses du type « ça dépend ». Juste pour me présenter rapidement, donc je suis donc Tatiana et j'habite dans l'île du Sud, dans la superbe ville de Wanaka, qui est entourée de très beaux lacs, rivières et montagnes. Pour le coup, dans notre région, l'immobilier est aussi cher. C'est une région qui se développe beaucoup parce que c'est une très belle région qui attire beaucoup de gens. En particulier depuis Covid, il y a pas mal de gens qui essayent d'échapper aux grandes villes et venir par chez nous. Mais là, en ce moment, je suis en France pendant quelques semaines, pas très loin de vous d'ailleurs, Pauline, en Dordogne.
J'ai rejoint l'équipe de New Zealand Services il y a à peu près 2-3 ans de ça, en travaillant donc avec Julie Maruzzo qui m'a formée pendant 2 années, où on est obligé d'être formé pendant 2 ans. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut passer sur les slides de l'immigration? Je ne sais pas qui a contrôle là-dessus. J'ai reconnu quelques noms de clients dans ceux qui se sont connectés. C'est toujours sympathique de vous revoir. Voilà, tiens, parlons donc du Conseil en immigration. Alors pourquoi est-ce que nous, on existe? On existe parce que les règles de l'immigration sont, comme vous l'avez peut-être compris, un peu compliquées et qu'effectivement, on ne peut pas rentrer comme dans un moulin. Ici, en Nouvelle-Zélande, il y a des frontières physiques, hein, donc il faut effectivement respecter des règles pour pouvoir venir en Nouvelle-Zélande et pour pouvoir y rester. Le problème, c'est que les règles en immigration changent au cours du temps. En fonction des gouvernements, en fonction des priorités économiques, puis des agendas des uns et des autres. L'intérêt d'engager des gens comme nous, qui sommes donc formés et agréés par le gouvernement, c'est que vous allez avoir des conseils qui vont être au plus proche de la vérité. On est une source sûre, en fait. On a une formation pour ça et ce sera beaucoup plus, vous pouvez avoir beaucoup plus confiance en nos conseils que ce que vous pourriez éventuellement voir sur les sites, sur les réseaux sociaux. Au passage, ça n'est pas la peine de me parler sur les réseaux sociaux, je n'y suis pas du tout. Donc, si vous voulez me contacter, il vaut mieux me contacter via New Zealand Services sur les adresses email parce que je réponds pas du tout sur Facebook. J'ai même enlevé toutes les notifications, donc je ne suis au courant de rien, juste pour que vous le sachiez. Et sur WhatsApp, je réponds et parfois il peut y avoir un jour de délai, mais je suis là quand même. Oui, donc l'intérêt de nous embaucher, nous, hein, c'est qu'on vous donne des conseils au plus près de la vérité et vous êtes protégés parce qu'il y a un système légal qui encadre notre profession, avec en particulier un code de conduite et des sanctions au tribunal si on ne fait pas bien notre métier. Donc, vous savez que vous êtes protégés quand vous passez par nous. Alors, effectivement, il y a un coût. Hein, c'est pas une prestation gratuite, malheureusement. Il faut bien qu'on vive. C'est notre métier. C'est un peu comme des avocats. C'est pareil. Donc, il y a un coût pour ça, mais pour des gens qui ne sont pas tout à fait sûrs, ou pour des gens qui ont eu des problèmes dans leur passé, que ce soit en casier judiciaire ou des problèmes avec l'immigration quelque part dans le monde, pas forcément en Nouvelle-Zélande, ou des problèmes de santé, ou si vous voulez vous engager dans une voie professionnelle, mais c'est pas exactement ce que vous faisiez auparavant. Si vous êtes borderline en termes d'âge sur certaines catégories, c'est là que nous, on peut intervenir et vous donner les conseils nécessaires à votre situation. Alors, on n'aura pas forcément que des bonnes nouvelles, hein, mais il vaut mieux le savoir avant d'aller dépenser des fortunes en candidature pour vous retrouver à vous planter, quoi. Donc, on est là pour vous protéger, pour vous soutenir et puis pour vous représenter en cas de besoin. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Merci. Voilà, hein, je répète un peu ce qu'on a déjà dit. Donc, il y a Maruzzo, pardon. C'est vrai qu'on s'appelle entre nous Maruzzo. Julie. Julie et moi. Julie est maintenant basée au Canada, mais elle est toujours tout à fait disponible. Hein, elle travaille toujours avec l'équipe et elle revient régulièrement en Nouvelle-Zélande aussi. Et moi. Et donc, Julie est plus expérimentée, hein, évidemment, parce qu'elle a commencé il y a plus longtemps. Mais on est quand même la même formation. Puis, on parle beaucoup toutes les deux. On échange beaucoup sur des cas. Donc on s'entraide comme nécessaire. Voilà, donc notre job à nous, c'est en général de commencer par une consultation avec une première évaluation de votre situation. En général, on peut déjà vous donner un peu des éléments de réponse sur la possibilité de réalisation de votre projet, ou vous donner des pistes pour pouvoir atteindre votre objectif si c'est pas tout à fait straightforward, comme on dit en anglais, pas tout à fait clair, pas tout à fait précis. Et ensuite, on peut, si vous en avez besoin, on est là pour vous aider à préparer votre dossier et évidemment à déposer votre candidature et vous représenter si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Beaucoup de nos clients nous le demandent. Mais on peut aussi, suivant vos tarifs, votre budget, on a aussi d'autres possibilités d'accompagnement avec, on peut répondre à des questions en one-off ou vous aider à revoir vos candidatures avec un tarif horaire. Voilà. Donc, on en a pour tous les budgets et on peut aider
tous les niveaux et on peut vous aider sur tous les types de visas. Ça, c'est important à savoir, que ce soit visa temporaire ou de résident et toutes les catégories de visas, nous sommes habilités à vous aider. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Merci. Alors pour vous, j'imagine que vous voudriez vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, si vous vouliez vous installer en Nouvelle-Zélande ou même venir temporairement, hein, tout le monde n'a pas forcément envie de venir pour toujours, sachant que la Nouvelle-Zélande est très loin, on ne va pas se cacher. On va pas le cacher. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et il faut que vous soyez très clair sur pourquoi est-ce que vous voulez partir en Nouvelle-Zélande. Faut bien considérer l'environnement dans lequel vous êtes, en sachant que vous allez atterrir dans un endroit que, pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaîtrez pas ou très peu. Peut-être vous l'aurez vu en vacances, mais vous n'y aurez pas vécu. Peut-être vous avez des gens qui y vivent, mais chaque personne est différente et leur perception ne va peut-être pas être la même que la vôtre. Donc, il faut vraiment que vous soyez clair sur votre but. Bon, les critères liés à la santé et la moralité, bon, bah, effectivement, c'est des questions à se poser. Hein. Si vous avez des ennuis de santé ou des casiers judiciaires, effectivement, ça peut valoir le coup de nous demander notre avis sur votre situation. Parce que certaines situations peuvent être rédhibitoires, mais d'autres peuvent être mitigées. D'autres situations peuvent être mitigées. Des risques peuvent être mitigés. Si vous souhaitez travailler en Nouvelle-Zélande, c'est quand même le commun des mortels souhaite venir travailler en Nouvelle-Zélande. Il faut voir un peu quel est le marché du travail pour vous en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est sur une liste comme la Green List, comme a évoqué Philippe, ou pas? Ça n'a pas forcément besoin d'être sur la Green List hein, pour vous donner des pistes pour trouver un emploi. Comment vous vous sentez au niveau de l'anglais? Est-ce que vous êtes complètement ras des pâquerettes ou est-ce que vous vous en sortez? Peut-être qu'il faut penser à faire des cours d'anglais si nécessaire. Ou est-ce que vous êtes prêt à vous plonger dans le grand bain? Mais surtout, il faut plonger dans le grand bain pour des entretiens déjà. Il faut être à l'aise avec ça. Dans certains cas, peut-être que vous pourriez envisager de reprendre des études. Certaines personnes sont intéressées hein, par cette voie-là. Des gens qui peut-être sont un peu plus âgés et ont l'impression que peut-être ça va être difficile pour eux de trouver un emploi directement en Nouvelle-Zélande. Peut-être que pour se mettre en confiance, quand il faut avoir des économies hein, de côté quand même, parce que ça coûte cher d'étudier en Nouvelle-Zélande en tant qu'étudiant international. Ça peut valoir le coup. Pour vous remettre un peu dans le bain. Ariane vous parlera de ça après. Et puis évidemment, est-ce que vous n'avez pas été un petit cachotier? Est-ce que vous en avez parlé avec vos proches? Qu'en pensent vos proches, sachant qu'en fait, au final, c'est votre décision à vous. Alors après, si vous êtes en famille, il faut que ce soit un projet familial, évidemment. Hein. Si vous êtes en couple et ou avec des enfants, il faut évidemment que vous en parliez ensemble. Mais sinon, au final, c'est votre projet à vous. On peut passer? Merci. Bien, donc comme je l'ai évoqué, on a plein de types de visas. Hein. On a des visas temporaires et des visas de résidents. Alors, les visas temporaires, ça va être des visas de travail, étudiants. Le Working Holiday Visa fait partie des visas de travail. C'est ce qu'on appelle le permis vacances-travail en français, le PVT. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Visa temporaire, c'est travail, étudiant et visiteur. Et ensuite, il y a la catégorie entrepreneur et investisseur qui est un peu hybride entre temporaire et résident. Et enfin, les visas de résidence sous différentes catégories. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on peut vous représenter et vous aider dans tous les types de visas. Aujourd'hui, on va faire un peu un zoom sur le visa de travail le plus commun, c'est l'Accredited Employer Work Visa. Et sachez qu'on a eu un petit bug pendant la nuit. Donc, les slides d'après ne sont pas exactement ce que j'avais prévu de dire. Donc, il va falloir m'écouter plutôt que de lire le contenu. Mais c'est pas faux. Ce qui est écrit sur les slides, c'est juste, c'est plus tout à fait ce que j'aurais mis. Mais donc, on va parler maintenant du visa de travail le plus commun, qui est pour la plupart d'entre vous le visa que vous allez obtenir, que vous allez chercher à obtenir quand vous allez venir en Nouvelle-Zélande. Alors, déjà, écoutez-moi plutôt que de lire tout ça là. De manière générale, si vous voulez venir travailler en Nouvelle-Zélande et que vous voulez obtenir un visa, il va falloir commencer par trouver du travail. Voilà, ça c'est le point. C'est soit vous venez pour travailler et il faut trouver du travail, soit vous venez pour étudier et il faut avoir trouvé des études. Et là, Ariane vous en parlera. Donc, en ce qui concerne le visa de travail la plupart des visas de résidents, il va falloir donc chercher du travail.
Alors, chercher du travail, c'est travailler à temps plein, enfin chercher un travail à temps plein qui soit payé à un seuil de rémunération qui est souvent le salaire médian, sauf dans certains secteurs professionnels, qui est donc un secteur, une rémunération sectorielle. Sachant que depuis l'année dernière, effectivement, le taux du salaire médian est passé à 29,66 $ de l'heure. Et comme Philippe l'a indiqué, le prélèvement est fait à la source, donc ça c'est un montant brut. Et généralement, vous allez regarder entre 18-20% pour les salaires les plus bas, jusqu'à peut-être 40% dans ces eaux-là pour les salaires les plus hauts, de taxes en fait qui sont prélevées directement sur le salaire, sachant qu'il n'y a pas de, comment dire, de découpage entre charges sociales et impôts. En fait, c'est un impôt qui couvre toutes les dépenses de l'État. Ça s'appelle Pay as you earn, pay en anglais. Donc, pour pouvoir être éligible à un visa de travail, il va falloir trouver un emploi avec un employeur accrédité. Alors, il existe sur le site de l'immigration une liste d'employeurs accrédités, vous pouvez regarder, mais dans l'absolu, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça quand vous cherchez un emploi. C'est une préoccupation que vous aurez au moment où vous allez vouloir vraiment postuler pour un visa, où on vous aura vraiment offert un job. Et l'employeur doit aussi pouvoir démontrer dans la majeure partie des cas qu'il n'a pas pu trouver de locaux, qu'il n'a pas pu trouver de résidents ou de citoyens néo-zélandais pour faire le job. Les seules exceptions sont pour ceux qui sont très bien payés, donc à 2 fois le salaire médian, ou ceux qui sont sur ce qu'on appelle la green list, donc les postes de haut niveau, type dans l'ingénierie, IT, santé, etc. Enseignement aussi. Il y en a d'autres des secteurs, mais ce sont les plus communs seuls. Alors, ce type de visa va être soumis donc, à cette condition d'avoir trouvé un travail grâce à un employeur accrédité qui a aussi prouvé qu'il n'avait pas pu recruter localement et qui va aussi se baser sur vos compétences. Il faut pouvoir justifier d'un niveau de diplôme et ou d'expérience professionnelle. Et depuis très récemment, pour les jobs les plus bas niveau, les considérés comme étant les moins bien qualifiés, il faut aussi maintenant prouver son anglais, son niveau d'anglais. Voilà. Donc, si vous êtes, par exemple, si vous avez envie de venir en Nouvelle-Zélande pour une expérience un peu extraordinaire et que vous visez pas forcément un poste hyper qualifié, par exemple, vous voulez venir dans l'hospitalité ou je ne sais pas moi, travailler je ne sais où, dans le tourisme, et que ça n'est pas considéré comme étant qualifié, ben, vous allez devoir vous préparer à passer éventuellement un test d'anglais. Éventuellement. Pas tout le monde, mais éventuellement. Le visa en lui-même, suivant la rémunération et le niveau de qualification du job, il sera valide entre quelques mois pour des emplois plus saisonniers et jusqu'à 5 ans pour les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés. Après, il y a tout un tas de situations intermédiaires à 2-3 ans. Mais de manière générale, ça dépend de votre situation. Encore une fois, pardon. Sachez que pour ceux d'entre vous qui sont en famille et qui voudraient pouvoir aussi sponsoriser leurs conjoints et ou leurs enfants, il faudra absolument que vous visiez un emploi qui soit payé au moins au salaire médian. Sinon, vous ne pourrez pas faire rentrer votre conjoint et vos enfants avec votre visa. Alors, faire rentrer, c'est pas très bien, c'est pas les bons mots. Je devrais pas dire ça, mais plutôt, vous ne pourrez pas sponsoriser ou supporter dans le sens de aider, soutenir votre conjoint et vos enfants dans leur demande de visa. Ce visa-là est certainement le visa que vous allez demander quand vous allez chercher à travailler en Nouvelle-Zélande, à l'exception près de ceux d'entre vous qui pourraient trouver un emploi en Nouvelle-Zélande qui figure sur la Green List, qui est composée donc de 2 tiers. La Green List est une liste de métiers en demande très qualifiée qui a deux tiers, 2 tiers, tier 1 et tier 2. Le tier 1 sont des postes qui permettent d'obtenir la résidence immédiatement sur offre d'emploi à condition que vous remplissiez bien tous les critères. Le tier 2 vous permet d'obtenir la résidence après 2 ans dans le poste en Nouvelle-Zélande. Donc, pour ceux d'entre vous qui pourraient trouver un emploi sur la tier 1 de la Green List, vous pourriez potentiellement ne pas avoir à passer par l'étape
Accredited Employer Work Visa et passer directement sur ce qu'on appelle le Straight to Residence sur la base d'un emploi sur la Green List en Tier 1. Ceux d'entre vous qui sont sur la Green List, mais le Tier 2, vous allez devoir passer obligatoirement par l'Accredited Employer Work Visa. Potentiellement, il y a d'autres types de visas, mais en général, ça va être l'Accredited Employer Work Visa. 2 ans en Nouvelle-Zélande sur le poste et ensuite pouvoir postuler à la résidence. OK? En termes de résidence, alors on n'a pas fait de slide pour ça, mais en termes de résidence, en gros, il y a 3 manières, enfin pour vous, ce sera surtout 2 manières pour les travailleurs de pouvoir obtenir la résidence. Ce sera donc soit la Green List, hein, comme j'en ai parlé, soit la Skilled Migrant Category, qui est un système à 6 points qui se base sur soit sur vos diplômes, soit sur la rémunération de votre poste en Nouvelle-Zélande, qui doit être très élevée, au moins 1,5 fois le salaire médian, soit que vous soyez enregistré professionnellement dans une des corps professionnels acceptés par la Nouvelle-Zélande. Mais à nouveau, on se retrouve sur les secteurs médicaux, par exemple, ou l'enseignement, ou d'autres professions, l'ingénierie ou d'autres. Et donc, il faut cumuler suffisamment de points dans une de ces 3 catégories pour ensuite soit être éligible immédiatement à la résidence, soit être éligible jusqu'à 3 ans après, suivant le nombre de points que vous avez pu obtenir grâce aux 3 premiers critères. L'un des 3 premiers critères. Attention, ce n'est pas les 3 critères ensemble, c'est l'un des 3. Donc, on ne peut pas accumuler. Voilà, et sachant que quand l'un de vous dans la famille postule pour la résidence, a priori, si vous remplissez tous les critères, a priori, le conjoint et ou les enfants peuvent faire partie de la candidature. Attention, hein, à prendre avec des pincettes, hein, parce que chaque situation est différente. Donc, ce que je dis là, ce sont les grandes lignes, mais après, votre situation individuelle peut-être exclure votre partenaire ou vos enfants. Et ça, je ne le sais pas, il faut que j'en parle avec vous. Mais de manière générale, la résidence, une candidature à la résidence peut permettre d'inclure son partenaire et ses enfants, tandis que sur un visa temporaire, si vous voulez faire venir votre conjoint et ou vos enfants, il faut déjà que vous ayez un poste qui soit éligible, donc qui soit payé au salaire médian ou plus, mais en plus, il faut que votre conjoint et les enfants postulent pour leur propre visa. Là, c'est différent. Ils doivent faire leur propre visa. Dans tous les cas de figure que vous soyez sur des visas de travail ou des visas de résident, il faudra présenter votre, plupart du temps encore, casier judiciaire de votre pays de citoyenneté et éventuellement d'autres pays dans lesquels vous avez passé du temps et des certificats médicaux et radio des poumons, pas tout le monde pour la radio des poumons, mais certaines personnes. Mais attention, n'allez pas vous précipiter à faire ce genre de démarche parce qu'il faut les faire au dernier moment et en plus, il faut que ce soit fait dans des cliniques pour la partie médicale accréditée. Donc, n'allez pas prendre rendez-vous là maintenant tout de suite après la conférence. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au slide d'après? Merci. Oh, ça va être au tour de Marie. Je ne sais pas, Pauline, si vous voulez poser des questions maintenant ou non. Oui, on peut faire une pause sur les questions. J'étais en train de poster justement sur la barre de conversation des liens d'informations sur le marché de l'emploi, notamment un lien aussi vers votre site. Alors, avant de commencer sur le Working Holiday Visa, effectivement, on a une question d'une personne qui souhaite savoir si elle peut, si les retraités peuvent faire leur retraite, s'installer auprès de leurs proches en Nouvelle-Zélande. Donc, j'imagine que... Je peux alors, répondre pour si tu veux. les... bon, si tu veux. Alors, je commence la première partie. Il y a le visa Bah, temporaire. je vais peut-être le dire parce que pour le coup, c'est le conseil en immigration. Oui, alors pour la retraite, la situation, la capacité à pouvoir prendre sa retraite en Nouvelle-Zélande va dépendre, de si vous avez des enfants néo-zélandais ou résidents depuis longtemps en Nouvelle-Zélande, ou de votre capacité de votre capacité à investir en Nouvelle-Zélande.
Donc là, comme ça, je ne peux pas donner de réponse parce que ça dépend de la situation de la personne. Après, il y a une capacité à venir temporairement sur un visa de visiteur jusqu'à 2 ans pour ceux qui ont la capacité à investir. Il y a un visa spécifique, Temporary Retirement, pour la retraite. Mais donc, de manière générale, pour pouvoir prendre votre retraite en Nouvelle-Zélande, il faut soit investir, soit avoir des enfants néo-zélandais ou résidents depuis un moment, soit il faut avoir fait son parcours, hein, son cheminement et avoir travaillé en Nouvelle-Zélande et être resté, etc. Voilà. On peut préciser aussi, Merci. Tatiana, on peut préciser aussi pour tout ce qui est demande de résidence, principalement sur la catégorie travail, il faut avoir moins de 55 ans. En effet, sur la partie résidence, pour ceux d'entre vous qui sont un peu borderline, là, qui voudraient venir en Nouvelle-Zélande pour travailler et qui voudraient effectivement obtenir la résidence sur le long terme ou sur le court terme, effectivement, la deadline pour pouvoir postuler pour la résidence, ça va être 55 ans jusqu'au dernier jour des 55 ans. Il n'y a pas d'exception, malheureusement. Même si vous êtes sur un métier hyper en demande et vous avez des compétences hyper clés, malheureusement, la deadline, c'est 55 ans, dernier jour des 55 ans, donc la veille des 56 ans. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Cette deadline ne s'applique pas au visa entrepreneur et au visa investisseur. Alors justement, Philippe, on a une question à ce sujet. Et quant à l'entrepreneuriat, personnellement, je suis professeur de musique et mon idée serait d'y créer une école de musique. Donc après, on reprendra tout à l'heure les conditions de entrepreneur work visa. Ça s'adresse à des gens qui ont une expérience professionnelle en tant que manager ou chef d'entreprise, qui vont développer une industrie qui va être en croissance, qui est innovante, en croissance, avec un potentiel d'export. Donc, il faut vraiment présenter le dossier. Ça sera un peu compliqué, mais il faut toujours voir, comme disait tout à l'heure Tatiana, dans quelles conditions on peut articuler le projet des gens pour essayer de répondre au plus près des conditions de ce visa. Ce visa est en place depuis quelques années, mais à un très fort niveau d'échec, donc il va être revu très prochainement. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Philippe. Je balaye les questions. Ensuite, on a beaucoup de questions sur le PVT. Je pense qu'on va les voir dans quelques instants, notamment sur voilà, est-ce qu'il est possible ensuite de prolonger en changeant de visa. Là aussi, Alors, on a des questions sur le visa investisseur, on va le voir aussi tout à l'heure. Et après, ce sont plutôt des questions sur le PVT. Alors, juste, je peux répondre très rapidement sur la question de la suite de visa. Effectivement, sous réserve d'avoir été toujours en respect des règles de l'immigration, a priori, une fois que vous êtes sur place, il est possible d'avoir la possibilité. Quelle belle phrase. Il est possible de pouvoir postuler pour un visa, un autre visa temporaire, à condition donc d'avoir bien respecté les conditions de son visa actuel et de ne pas avoir de problème majeur sur son dossier. Et puis 2, de bien postuler avant l'expiration du visa actuel, de ne pas se retrouver dans l'illégalité momentanément. Voilà. D'accord, merci. C'était une question qui était likée plusieurs fois, donc je pense qu'elle intéressait plusieurs personnes. Merci beaucoup. C'est à mon tour. La pression. Alors, pourquoi faire un PVT en Nouvelle-Zélande? Donc, pour expliquer un petit peu le PVT, c'est un visa de travail ouvert qui permet de venir en vacances et travailler. Le but premier, bien sûr, ça doit être de venir visiter la Nouvelle-Zélande. C'est pour les jeunes de 18 à 30 ans pour le moment. C'est en discussion pour 35 ans, mais pour l'instant, vraiment rien de concret. Et c'est une année, soit qu'on prend comme une année de césure, qui permet vraiment de venir améliorer son niveau d'anglais, découvrir une nouvelle culture, surtout qu'en Nouvelle-Zélande, il y a quand même une culture maori qui est assez forte. Et c'est quand même assez intéressant de venir voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est pourquoi je suis venue en Nouvelle-Zélande. Et découvrir, bien sûr, la Nouvelle-Zélande, qui est quand même un pays magnifique, qu'on peut faire soit en road trip, soit vraiment venir travailler de ville en ville, faire des jobs en tant que backpacker. Soit, comme le disait Tatiana, ça peut être une opportunité, un tremplin pour immigrer en Nouvelle-Zélande.
C'est aussi mon cas. Pour le coup, je suis venue 1 an en PVT. Le PVT, c'est valable 12 mois. Il n'est pas renouvelable en Nouvelle-Zélande. Ça permet de financièrement s'installer en Nouvelle-Zélande, de chercher un métier qui nous plaît. Le but, c'est pas d'immigrer en Nouvelle-Zélande et de faire un métier qu'on n'a pas envie de faire toute sa vie. Autant rester et faire les choses bien. Donc le PVT, ça peut vraiment être une opportunité à ce niveau-là. Donc on a mis quota illimité parce que pour les Français, il n'y a pas de restriction au niveau des demandes. Donc autant de jeunes peuvent partir autant qu'ils veulent. Bon, quand on dit jeune, c'est jusqu'à 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'après, vous êtes plus jeune. Mais voilà. Il y a plus de 6000 Français qui partent par an en PVT. Donc, c'est quand même un grand nombre. Donc, si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des groupes Facebook où vous pourrez rencontrer du monde. Et c'est le pays pour faire, si vous aimez les randos, le surf, les activités outdoor, c'est vraiment le pays idéal. Et vraiment, le PVT, c'est une grande liberté. Ça vous permet de faire un job, arrêter, partir en van, voyager, découvrir le pays. Donc, c'est vraiment une super opportunité quand on est jeune, encore une fois avec des guillemets. Et nous offrons un pack Kaora pour tous les jeunes qui souhaitent venir en PVT en Nouvelle-Zélande avec New Zealand Services. Donc, c'est un pack pour vous aider dans vos démarches. Donc, déjà, vous êtes dans vos démarches de visa, enfin Tatiana et Julie. On vous envoie des PDF pour vous expliquer comment préparer votre valise, vos départs, etc. On book des nuits en auberge de jeunesse, vos 2 premières nuits. On s'occupe des transferts, on vous prend une carte SIM prépayée, une carte de transport qui vous permettra de faire des économies, etc. C'est vraiment un pack complet avec plein d'options, c'est à la carte. Si vous souhaitez faire traduire votre permis de conduire. Pour conduire en Nouvelle-Zélande, vous avez plusieurs options. Il y a soit le permis international, mais il faut s'y prendre à l'avance parce qu'en France, c'est assez long les démarches administratives. Ou bien vous pouvez faire traduire votre permis. Et donc, à partir du moment où vous êtes accompagné de votre permis français, vous pouvez conduire pendant 1 an avec une simple traduction officielle d'un permis de conduire. Donc, voilà pour le PVT. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci Marie. On a. Oui, je pense que. Oui, pardon. Je peux juste rajouter quelque chose. Comme tu l'as dit, Marie, le PVT n'est pas renouvelable, mais en revanche, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour faire du travail dans le secteur du travail saisonnier dans le secteur agricole ou viticole, pourrait éventuellement, pendant au moins 3 mois sur cette durée des 12 mois, là, pourrait éventuellement prétendre à une extension jusqu'à 3 mois supplémentaires. Donc voilà, on ne peut pas renouveler le visa, mais on peut éventuellement, si on a fait du travail saisonnier pendant plus de 3 mois dans le secteur agricole ou viticole, prétendre à 3 mois d'extension. Okay. Je vais pouvoir aussi ajouter, Ariane en parlera aussi, certaines écoles qui envoient leurs jeunes en stage disent aux jeunes d'utiliser leur PVT pour faire le stage en Nouvelle-Zélande. C'est pas nécessaire d'utiliser son PVT pour faire ça, parce qu'un PVT, une fois qu'il est commencé, s'il est commencé le 1er janvier, si vous restez 1 semaine, il va courir même jusqu'au 31 décembre et vous ne pourrez pas le renouveler. Donc, pour les jeunes qui ont des stages à faire, il y a un visa spécial pour les stages et qu'on peut vous aider à obtenir. Mais n'utilisez pas votre PVT si vous venez faire 3 mois, 6 mois ou moins d'1 an de stage. Si vous faites 1 an de stage, vous pouvez faire 1 an de stage et ensuite faire votre PVT. Donc, ne pas gâcher votre PVT en fonction de ça. Comme l'a dit aussi Marie, il y a les 2 options. Soit il y a l'année de césure, et là vous profitez pendant 1 an de la Nouvelle-Zélande pour voyager et faire un break, ou soit c'est dans l'objectif d'être un tremplin pour un projet à plus longue durée. Et donc là, mes cheveux blancs vous disent il est préférable de le préparer en amont, et notamment à un niveau financier, parce que si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour venir en Nouvelle-Zélande, ils vous demandent... Combien ils demandent, Marie, le minimum qu'ils demandent pour venir en Nouvelle-Zélande? C'est 4 200 $, c'est ça, non? Oui, je crois. 4 200 $.
Mais 4 200 $, vous verrez, ça part très vite, surtout si on est à Auckland. Donc, vous risquez très rapidement de prendre le premier boulot qui va arriver, qui va être un boulot alimentaire et qui ne va pas vous permettre de rester sur du long terme en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous avez vraiment un projet à long terme de rester en Nouvelle-Zélande et d'utiliser le Working Holiday Visa comme tremplin, il est préférable d'économiser en amont afin de pouvoir avoir le temps de rechercher le travail qui va vous permettre de rester en Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est le petit complément que je voulais ajouter par rapport à ça. Merci Philippe. Et on est prêt aux questions maintenant. Surtout Marie. On a, comme vous nous en aviez parlé au début, on a effectivement quelques personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie qui demandent par rapport au PVT si les démarches sont les mêmes qu'en France. Et notamment, on a une personne qui a 32 ans. Tout à l'heure, vous disiez, Tatiana, que vous pouviez aider à la marge, mais pas sur ce visa, de ce que je comprends. Pas sur le PVT, non. C'est 30 ans. Non. C'est la veille Jusqu'au des dernier 31 jour. Et pour répondre Merci. à la personne de Calédonie, ayant un passeport français, ils ont les mêmes conditions. Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ont les mêmes droits ayant un passeport français que les Français. Merci beaucoup. On a une question également qui est revenue. C'est à savoir, alors je vais regrouper 2 ou 3 questions. Comment savoir si les entreprises néo-zélandaises ont l'autorisation de recruter des personnes en dehors de leurs frontières? Est-ce qu'il y a une liste? Et à quel point les entreprises néo-zélandaises sont réticentes ou non à recruter des expatriés en CDI, si elles sont accréditées ou non? Est-ce qu'elles ont des frais, des charges administratives, etc.? Ok, je vais répondre à ça. Alors, je l'ai mentionné à un moment dans ma présentation où j'ai expliqué qu'il y a une liste d'employeurs accrédités sur le site de l'immigration. Je crois qu'il suffit de taper Accredited Employers ou quelque chose comme ça sur le site de l'immigration. Mais il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. C'est pas forcément très grave s'ils ne figurent pas sur la liste parce qu'ils peuvent très bien, une fois qu'ils vous ont identifié comme étant leur candidat qu'ils préféraient recruter, à ce moment-là, ils feront leur démarche d'accréditation. C'est juste que ça ralentit un peu vos démarches à votre visa parce qu'en fait, c'est l'Accredited Employer Work Visa, il se passe en 3 étapes avec d'abord l'accréditation de l'employeur. Ensuite, l'employeur doit prouver qu'il n'a pas trouvé de néo-zélandais ou en tout cas, il faut qu'il fasse une candidature auprès de l'immigration qui s'appelle le Job Check où ils doivent demander l'autorisation de recruter sur ce poste en particulier. Et ensuite, vous pouvez postuler pour votre propre visa. Donc effectivement, si l'employeur n'est pas accrédité dès le départ, bah oui, ça va ralentir un peu les choses. Mais ça n'est pas rédhibitoire. Ils peuvent devenir accrédités après vous avoir identifié. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à quel point ils sont réticents ou pas à recruter. Alors là, vous allez adorer ma réponse. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la région, ça dépend de vous. De votre expérience et ou qualification. Ça dépend de plein de choses. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de manière logique, un employeur qui a essayé de recruter en Nouvelle-Zélande et qui n'a pas réussi à recruter en Nouvelle-Zélande depuis un bon moment sur un poste, au bout d'un moment, il va peut-être finir par accepter d'aller regarder à l'étranger. Il va peut-être finir par accepter de regarder ses candidatures qu'il avait peut-être balayées au début. Malheureusement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à enfoncer des portes, il ne faut pas hésiter à tenter de recontacter les gens, tenter de contacter et recontacter les employeurs. Et au bout d'un moment, ça peut fonctionner. Merci je ne sais beaucoup, plus, il me semblait Tatiana. qu'il n'y avait pas une troisième question. Ah oui, les coûts. Oui. Oui, les coûts. Effectivement, l'employeur a des coûts pour ça. L'employeur, quand il candidate pour son accréditation et qu'ensuite il candidate pour son job check, oui, effectivement, ces 2 démarches-là ont un coût pour eux. Donc, ce que je conseille très souvent à mes clients, c'est de ne pas blaguer avec ça. C'est-à-dire que soit vous vous engagez, soit vous vous engagez pas, quoi. Parce que le pauvre employeur, bon, ok, on va pas dire le pauvre employeur, mais bon, la réalité, c'est que c'est pas très bien
Pour vous, si un employeur engage tout un tas de démarches et qu'au final, vous le laissez tomber après quelques semaines ou quelques mois parce que finalement, vous n'avez pas envie, c'est pas très sympathique parce qu'effectivement, ça leur coûte cher, tout ça. Bon, après, c'est la vie. Hein, si le poste ne vous plaît pas ou si ça se passe pas bien avec l'employeur, évidemment que vous pouvez changer et chercher un autre poste. Mais il faut être un peu sérieux dans ce type de demande de visa parce que un truc qu'il faut surtout pas oublier, alors pour ceux d'entre vous qui viennent des îles, vous serez un peu familier avec le concept, mais pour ceux d'entre vous qui viennent de la métropole, la Nouvelle-Zélande est petite, toute petite. Donc, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et que j'étais RH, j'étais DRH et que je faisais du recrutement, ça me rendait folle que les gens se recrutent les uns les autres. Ils se recrutaient entre cousins, entre copains. Et ça me rendait dingue. Mais parce que je venais de Paris et pour nous, en France, on a l'impression d'avoir une poule illimitée. Mais en Nouvelle-Zélande, non. Les gens se connaissent. Donc, n'allez pas gâcher votre futur en Nouvelle-Zélande en prenant des décisions peu réfléchies ou un peu irresponsables. Voilà. Merci, Tatiana. On a juste une question toujours sur l'immigration et après on passera. Il y a une question aussi qui revient, mais qui est liée à ce que va aborder Philippe tout à l'heure sur les investissements. Une dernière question. J'ai fait mon PVT il y a longtemps. Aujourd'hui, j'envisage de m'orienter dans le domaine viticole en Nouvelle-Zélande. Une entreprise a répondu à ma candidature, mais sur un court terme, mon objectif est de rester en Nouvelle-Zélande. Quel visa est le plus intéressant pour moi? L'immigration ou un visa court terme? Alors, je ne peux pas répondre à cette question comme ça, parce que c'est une situation personnelle. Mais de manière générale, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'existe pas que l'Accredited Employer Work Visa. Il existe d'autres visas, et en particulier, quand on regarde à du court terme, éventuellement, il y a un visa qui s'appelle le Specific Purpose Work Visa, qui peut être intéressant, mais ça dépendra complètement du poste et des compétences de la personne. Voilà. D'accord, merci Tatiana. On peut continuer. Et ben voilà, vous avez vu le timing du changement et tout ça. Bonjour à tous. Bonjour Ariane. J'ai tout suivi, j'étais assise juste à côté, donc c'est très bien. Est-ce que je peux juste revenir là sur le Working Holiday Visa, juste un tout petit bout. Working Holiday Visa, pour moi, c'est une vraie chance de pouvoir rester en Nouvelle-Zélande après. C'est un outil que tous les pays n'offrent pas forcément. Donc, c'est un privilège de pouvoir venir travailler en Nouvelle-Zélande comme ça. Et l'idée, c'est de l'optimiser pour moi. Donc, on peut imaginer deux options. D'une part, si des gens n'ont pas le niveau d'anglais nécessaire et peuvent se permettre de venir étudier l'anglais dans un premier temps, dans l'idée d'améliorer de ce qu'il en est. Et après, il y a la possibilité de demander le Working Holiday Visa sur place. Parce que c'est vrai que si, comme disait Philippe, vous n'avez pas tellement de moyens et que votre anglais n'est pas bon, techniquement, vous allez finir serveur ou serveuse dans un café et c'est une expérience qui est sympathique pendant une année, mais ça ne va rien rajouter à votre CV. Alors que le Working Holiday Visa peut vraiment être une opportunité pour faire la différence sur un CV, d'avoir une vraie expérience professionnelle en Nouvelle-Zélande. Mais ça, c'est mon point de vue là-dessus. Et merci pour la spécification de Philippe sur les stages. C'est vraiment mon cheval de bataille aussi, de jamais utiliser son Working Holiday Visa pour faire un stage. Il y a vraiment un visa spécifique pour ça. S'il vous plaît, vous ne coupez pas l'herbe sur le pied. Donc voilà. Donc on va parler plus de l'éducation en général maintenant. La Nouvelle-Zélande est considérée effectivement comme un système éducatif un des meilleurs du monde. Il faut savoir qu'il y a une flexibilité dans ce système qui est assez incroyable. Je vais parler, je ne suis pas très bonne pour suivre les slides, donc si jamais je ferai signe. L'esprit de l'éducation en Nouvelle-Zélande, pour vous donner un exemple que pour moi je trouve majeur, c'est que l'école en Nouvelle-Zélande commence officiellement, est obligatoire à partir de 6 ans. Dans la réalité, on commence le lendemain de ses 5 ans parce que c'est un cadeau. Donc, si vous êtes né le 3 septembre, l'enfant commencera l'école le 4 septembre. C'est un cadeau, il va arriver avec son petit uniforme, il sera tout content. Donc, on voit à quel point c'est l'enfant qui est mis en avant et pas le système qui est autour. Okay? Et pour faire très bref aussi sur les études, la partie primaire, collège, lycée, etc., on n'enseignera que 6 matières.
Et à partir de 14 ans, l'enfant pourra en choisir 2. À partir de 16 ans, il choisira toutes ces matières. C'est-à-dire on peut regarder un lycée, imaginer que chaque étudiant a un programme différent. De nouveau, parce que c'est le système qui s'adapte et pas l'inverse. Actuellement, je reçois de plus en plus de demandes d'enfants qui viennent étudier en Nouvelle-Zélande, peut-être pour un terme, c'est-à-dire pour 3 mois ou pour une année, etc. Et c'est vrai que après, c'est un petit peu compliqué de retourner dans le système français, mais on va pas comparer. L'idée, c'est qu'effectivement, les profs sont présents, les profs sont là pour vous, ils sont accessibles. Quand vous visitez une école, souvent, vous ne voyez pas le prof parce que c'est dans tous les sens et que le prof, il est en train de discuter d'un coin, mais ce n'est pas le chahut dans la classe, chacun travaille. Vous verrez aussi qu'il y a des étudiants qui sont sur des chaises hautes et d'autres sur des chaises normales, parce que ce n'est pas derrière une table, les deux bras sur la table qu'on apprend le mieux. Tout ça est complètement différent et je prends beaucoup de temps quand je suis en entretien avec des parents et des jeunes sur ce système éducatif qui est différent et qui mériterait presque une séance complète. Donc, venez essayer. Quand on parle du système éducatif et de ce que je peux discuter aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre qu'on peut soit venir pour un séjour linguistique, quel que soit son âge. Et il y a peut-être une slide à changer. Je ne suis pas très au point sur les slides, mais Marie, elle garde un œil dessus, donc tout va bien. On peut venir en séjour linguistique, parce qu'on fait effectivement des programmes qui sont sur mesure. C'est l'esprit de Nouvelle-Zélande Service, okay? C'est vous le point de départ de tout ce qu'on peut faire avec, que ce soit l'immigration, l'investissement, de l'éducation, etc. Donc, on peut faire des séjours linguistiques en école de langue, à partir techniquement de 11 ans tout seul, mais c'est très jeune, donc on préfère que ce soit un petit peu plus tard quand même, et sans limite d'âge. Notre étudiant le plus mature avait 84 ans, il n'y a pas de limite. Okay, il faut le savoir. Et puis, quand on est en séjour linguistique ou dans un lycée, à partir du moment où il n'y a pas encore sa famille avec soi, on va loger en famille d'accueil. Donc, c'est des choses comme... J'ai été trop vite, c'est ça, Marie? Je suis passée à d'autres choses. Je t'écoute. L'idée aussi, c'est qu'on est présent sur place. D'accord? Donc, on va organiser votre accueil à l'arrivée. On va accompagner les jeunes dans leur famille d'accueil, qu'ils aient en lycée ou qu'ils aient en école de langue. On est présent sur place. S'il faut intervenir sur place, on intervient sur place. OK? Et ça, c'est important. On a sûrement 1000 anecdotes à raconter là-dessus, mais c'est vrai que ça vaut la peine. Elle gigote, hein, les slides vont de tous les sens. Les familles d'accueil, je fais un petit laïus là-dessus. C'est vrai que les familles d'accueil sont des familles qui parlent bien évidemment anglais. Il n'y aura pas de francophones dans les environs et qui sont là pour offrir un cadre agréable et respectueux par rapport à l'enfant. Ce n'est pas non plus une office de tourisme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir le jeune tous les week-ends pour aller faire du ski, du patinage et que sais-je. Donc, l'idée, c'est d'offrir un cadre sécurisé et toutes les familles sont vérifiées, c'est-à-dire qu'elles sont, je n'ai jamais su comment on disait en français, elles sont vêtées, vérifiées au niveau des casiers judiciaires, etc., etc. Et ça se passe très bien. Pour les demandes que l'on peut avoir, très souvent, j'ai des familles qui me disent « Oui, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un garçon de mon âge ou une fille de mon âge, etc. » Je mets toujours des bémols. Ce n'est pas le garçon ou la fille de son âge qui est en charge de votre enfant, d'accord? Parce qu'il a autre chose à faire, il a ses copains, il a tout ça, puis il ne peut pas chaque fois s'occuper de quelqu'un qui arrive et qui va repartir dans 2 mois, dans 3 mois, que sais-je, ou dans 3 semaines. Donc, c'est plus l'environnement et c'est tout ce qui va se passer autour avec l'école de langue, avec le lycée qui sera fait. Je vais passer peut-être la slide si quelqu'un peut le faire. Pour moi, merci, c'est gentil. Grosso modo, toutes les écoles vous sont ouvertes en Nouvelle-Zélande, okay? Quel que soit le type d'études que vous voulez. Mais là, quand on parle d'études supérieures et potentiellement d'université ou d'études de formation, il faut qu'on en parle. Parce que tout est ouvert, mais vous avez peut-être certaines idées, il faut savoir que d'autres choses existent. Donc, il faut parler avec nous et nous, c'est de nouveau la définition de ce projet qui est à faire. La même chose si on parle université pour des gens qui voudraient faire des études supérieures.
En France, si je regarde les suites des universités, elles sont toutes exceptionnelles. Vous, si je vous en parle, vous savez très bien lesquelles sont bonnes et pas bonnes, d'accord, de votre région. Nous, c'est notre spécificité sur la Nouvelle-Zélande. Il y a des universités, par exemple, qui ont des cursus qui sont meilleurs que d'autres dans certains domaines. Donc, c'est aussi des choses qui sont importantes à savoir. À partir du moment, alors pour un séjour avec quelqu'un qui a des passeports français, ils peuvent venir étudier l'anglais ou dans un séjour au lycée ou au collège pour moins de 3 mois sur un visa visiteur. Si ça va au-delà de ça, il faudra demander un visa d'étudiant. Après, je ne sais plus sur la slide ce qui est revenu après, mais le visa d'étudiant va permettre en général de travailler 20 heures par semaine. Pour un mineur, il faudra l'accord de l'école et l'accord des parents. Et ce qui peut suivre dans la formation, on peut avoir un visa d'étudiant aussi longtemps quelque part que l'on veut, mais c'est surtout aussi longtemps qu'on aura payé. C'est-à-dire que si vous payez l'école pour 6 mois, vous aurez un visa d'étudiant pour 6 mois et un mois de plus. Il y a toujours un mois de plus qui vient derrière, d'accord? Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper aussi par rapport au coût. Et donc, permettra de travailler. En général, c'est des petits boulots qui vont avec. Et bien sûr qu'on peut vous aider sur le visa d'étudiant. La slide suivante. Merci. Donc, école d'anglais, de la durée qu'on veut, et on a principalement, moi je choisis les écoles. C'est-à-dire qu'en général, si vous êtes adulte, je ne vais pas vous mettre dans la même école, d'une école où il y aurait plein de gamins qui tournent dans tous les sens et qui sont là pour faire… l'esprit de l'école est là important. Et on les connaît, l'école, on travaille depuis de longues années. Anglais et activités, certaines écoles le proposent encore. Moi, c'est en général des programmes pour des plus jeunes, entre 13, 14, 15 ans. Et puis, c'est très souvent plus les Calédoniens et les Tahitiens qui viennent. Et puis, c'est une période de vacances où on fait l'anglais le matin et on fait des activités l'après-midi. La vaste majorité de nos… quel est l'âge minimum? La majorité de mes clients et mes étudiants vont sur des cours d'anglais, plus ou sur le lycée et le collège plutôt que les activités, anglais et activités. Mais il en reste encore des écoles. Il faut avouer honnêtement que le Covid sur la Nouvelle-Zélande a tué beaucoup d'écoles d'anglais qui n'ont pas survécu à cette période-là difficile de payer son loyer qui coûte une fortune dans le centre d'Auckland quand il n'y a pas d'étudiants qui viennent. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de choix maintenant au niveau des formules qui sont proposées. D'un autre côté, c'est les très bonnes écoles qui sont restées. Désolée pour les autres. Suivant. Hop. Ah non, déjà business, c'est parti. On revient un petit coup en arrière. Merci Marie. Donc, les questions, c'est écoutez votre projet. En fonction de ça, on le met en place. Ça peut aussi s'accumuler, OK? On peut faire, comme je le disais avant, faire un visa d'étudiant, puis demander un Working Holiday Visa derrière, ou potentiellement, pendant qu'on fait le visa d'étudiant, il y a une possibilité de travailler qui peut venir derrière. On n'a pas besoin de ressortir du pays. Les circonstances sont faites pour aller. Tatiana a fait allusion tout à l'heure à la possibilité de rester sur il y a un plan qu'on peut faire en famille au niveau des études. On peut immigrer grâce aux études. OK. Alors, le principe, papa, maman et les enfants. Maman décide de reprendre des études, mais il faut que ce soit à un niveau master. OK. C'est important, le niveau d'études qui est là. Elle va faire son master, allez, en business. J'invente parce qu'il y a d'autres possibilités qui le sont. Eh bien, ça donnera un Open Work Visa à son conjoint et la gratuité des écoles aux enfants. Parce qu'effectivement, étudier en Nouvelle-Zélande, ça coûte cher, que ce soit les écoles de langue, les lycées, les collèges. Alors, le master va coûter cher. Un master en Nouvelle-Zélande, on est probablement, allez, 3 fois 18, on est entre 20 000 et 25 000 euros à l'année. Donc, c'est un vrai investissement. Le fait que maman a fait son master, qu'elle a réussi son master, il y a de fortes chances qu'elle puisse demander derrière un post-study work visa de 3 ans, ce qui va continuer à donner l'open work visa à son conjoint et la gratuité des enfants à l'école tant qu'ils ne sont pas à un niveau universitaire, OK, pour des enfants qui sont plutôt plus jeunes. Et le fait qu'elle trouve du travail devrait potentiellement la mettre dans une situation, comme dit Tatiana, ça dépend, la mettre dans une situation où elle pourrait demander la résidence pour sa famille. Donc, nous, on a pas mal
de familles qui immigrent sous cette formule-là et retourner aux études, ça veut dire faire quelque chose qui peut être complètement différent de ce qu'on a fait avant. Enfin, il y a il y a plein de possibilités. Bien évidemment qu'il faut un très bon niveau d'anglais. En fonction, par exemple, si on parle de faire des études pour être enseignant, il faut un 7 ou 7,5 à l'IELTS, donc c'est vraiment parler très, 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 très couramment l'anglais. Et d'autres, comme des masters de business, il faut un 6 à l'IELTS, donc il faut quand même parler couramment. Et faire des études à ce niveau-là, c'est du gros boulot, mais c'est une belle manière d'immigrer en famille. Voilà pour cette option-là. Est-ce qu'il y aurait des questions auxquelles je peux répondre maintenant? Sinon, c'est me contacter pour qu'on en parle. On a une petite question. Si on étudie en visant un métier de la Green List, Alors, bon, Tatiana pourra compléter. Oui, moi, ce que je me méfie un peu, c'est que cette green list change. Donc, il faut aussi voir au niveau du timing et ce qu'on peut faire. Tu veux compléter? Non, c'est vrai qu'il y a toujours un risque quand on est dans un projet d'immigration sur du moyen ou du long terme, il y a toujours un risque que les règles changent et que ce sur quoi on s'était lancé devienne obsolète au bout d'un moment. Mais dans l'absolu, il y a certains métiers qui, a priori, ne vont pas être retirés de la green list anytime soon. Typiquement en médecine ou même dans l'enseignement, ça fait des années et des années qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, dans certains cas, si vous êtes vraiment très proche, si vous manque peut-être juste une année d'études ou quelque chose comme ça et que vous pourriez à ce moment-là atteindre la green list, ça peut valoir le coup, mais en étant bien clair avec le fait que les règles peuvent changer et que vous pourriez vous retrouver dans une situation où en fait, ça n'a servi à rien. Il faut le savoir. Je suis merci désolée, ça Tatiana. dépend. Merci Ariane. Alors, Est-ce que vous avez une idée du coût estimé pour vivre sur place le temps des 3 mois pour un visa étudiant? Difficile comme question. alors, pour un visa, alors si on compte l'école et la famille d'accueil, ok, donc par semaine, c'est-à-dire une semaine d'école, une semaine de famille d'accueil, on est autour des 800 $ 8 x 4, 8 x 6, 48, on a 500 € la semaine. Ok, il y a des frais fixes, mais bon, qui sont donc si vous comptez 600 € la semaine, globalement, vous allez couvrir les frais fixes. Après, il faut faire le visa, le visa a un coût en lui-même et notre prestation sur ces deux. Alors, ce que je fais quand les gens nous contactent, c'est que je fais quasiment systématiquement un WhatsApp et puis qu'après, j'envoie un devis précis qui correspond au projet individuel de chacun. Merci Ariane. Si on obtient le visa résident, l'école est-elle payante? Plus Alors, au tarif international. Non, Ça deviendra un tarif domestique. Au tarif domestique, et ça n'a rien à voir. Une année en lycée, par exemple, va compter 20 000 $ NZ, 12 000 €, grosso modo. Si c'est le tarif néo-zélandais, ça va être 200 €. Enfin, absolument rien à voir. L'université, tiens, je vais casser un mythe parce qu'effectivement, on dit toujours que les études en Nouvelle-Zélande sont très chères pour les étrangers. C'est vrai, c'est cher parce que là, je vous ai parlé du 20 000 € avant. Mais je vais prendre des chiffres néo-zélandais parce que c'est ça l'image, c'est que si un étranger va payer 35 000 $ une année à l'université, un étudiant néo-zélandais va en payer 7 000, grosso modo, ok, ça peut dépendre des formations. Mais en fait, juste pour le savoir, l'université va recevoir le même montant parce que la Nouvelle-Zélande considère que les gens ont payé des impôts, donc ils participent à leurs études enfin au coût de l'université, mais l'État mettra la différence. Donc l'université va recevoir le même montant, que ce soit un étudiant international ou que ce soit un néo-zélandais. C'était pour l'anecdote parce qu'on dit toujours ils prennent des étudiants étrangers parce que ça rapporte des sous. Ça rapporte la même chose, simplement ça donne une réputation à l'université. Donc c'est important qu'ils aient des étudiants étrangers. Autre chose, d'autres questions, Pauline? Merci. Il existe des écoles françaises où ils apprennent l'anglais en parallèle pour ne pas se sentir isolés ou doivent se débrouiller tout seuls. Alors, il existe, en tout cas sur Auckland, il existe deux écoles, ce qu'ils appellent, enfin ils appellent ça bilingue, mais c'est pas bilingue. Il n'y a pas d'école française en Nouvelle-Zélande. Il y a deux écoles qui donnent,
il va y avoir une option de français ou de tongais ou de maori pendant 3 jours et le reste va être en anglais. D'accord? Moi, il faut comprendre que les enfants vont dans l'école du quartier. Si vous mettez votre enfant en tant qu'étranger dans une de ces écoles, vous allez devoir l'amener à l'école tous les jours. Ses copains ne vont pas habiter la même zone que lui, etc. et revenir. Donc, ça demande un temps et un investissement qui est important. Alors que si vous mettez l'école de quartier, vos enfants, c'est le meilleur moyen de vous intégrer, honnêtement, parce qu'ils vont se faire des copains. Vous allez avoir les parents des copains de vos enfants, etc. Et c'est une manière de s'intégrer. Les écoles, au départ, si vraiment l'enfant ne parle pas bien l'anglais, enfin, pas bien l'anglais, c'est évident qu'ils vont mal parler l'anglais, les enfants, quand ils arrivent, ils auront des cours de soutien d'anglais, OK, en plus de ça. Et il faut aussi savoir que les écoles offrent, quand l'enfant arrive, ou l'étudiant, ou l'adolescent arrive dans un lycée, on va lui attribuer un copain, un buddy, un mate, d'accord? Et c'est lui qui va le guider. Donc, il ne va pas se retrouver tout seul planté au milieu de la cour sans savoir que faire, où aller, etc. Il y a un vrai accueil qui est autour pour que ça se passe. J'ai très, très peu enfin, j'ai même pas d'exemple. Là, actuellement, j'ai quelqu'un qui a un niveau d'anglais qui a 17 ans et qui a un niveau tellement bas qu'on a commencé par le mettre en école d'anglais avant de pouvoir le remettre en lycée derrière. On adapte les projets. D'accord, merci beaucoup, Ariane. Alors, contactez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je remets Philippe au labeur. Quel timing. Voilà. Rebonjour. Donc, on va parler du business. Donc, la Nouvelle-Zélande, vous voyez, c'est un des meilleurs pays au monde pour faire du business car c'est transparent. Imaginez créer une entreprise, c'est 20 minutes. Et encore, 20 minutes sur Internet, vous créez votre entreprise. Et pour la première année, on vous laisse travailler et les impôts viennent vous voir la seconde année. Donc, on va vous laisser votre énergie se concentrer exclusivement sur le développement de votre entreprise en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est aussi faut aussi considérer que lorsque vous créez une entreprise en Nouvelle-Zélande, si ça fonctionne, c'est super. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est une expérience. Vous ne serez jamais considéré comme la personne qui a échoué dans son business. C'est tellement facile de créer un business, vous avez une idée, vous créez votre business, ok, ça marche, ça marche pas, on a essayé, on recommence autre chose, on a appris. Voilà, donc c'est pas du tout la même considération. J'ai quelqu'un qui dit un succès, c'est un échec qui n'a pas marché. Voilà. Je ne sais plus qui dit ça, je dis c'est pas de moi, hein. C'est pas de moi, mais quelqu'un le dit. Voilà. Au niveau croissance, c'est un peu ralenti depuis le Covid. Après, on a eu un changement de gouvernement l'année dernière. Donc, tant qu'ils prennent ces marques, tant que les nouvelles politiques se mettent en place, ça prend un peu de temps. Donc, la croissance va revenir, mais c'est un peu plus lent d'habitude. La transparence, donc, c'est le 4e pays au monde le plus transparent concernant son budget, de savoir au niveau du budget de l'État, où passe l'argent et l'État est responsable de répondre aux questions. Si un individu a des questions à poser à l'État, l'État a obligation de répondre aux questions posées, à moins que ce soit des questions qui correspondent à des domaines confidentiels, mais en règle générale, on a accès assez librement aux informations détenues par l'État. Pourquoi investir en Nouvelle-Zélande? Quand je le disais, une entreprise s'ouvre en 20 minutes. La fiscalité, on ne se prend pas la tête, c'est 28%. C'est-à-dire que vous gagnez 1 dollar ou vous gagnez 10 millions de dollars, votre taux d'imposition pour les entreprises est de 28%. Pour les particuliers, c'est un peu différent, c'est par tranche. Donc, rapidement, pour les particuliers de 0 à 14 500, à 14 000 dollars, ça sera 10,5%. De 14 à 48, je crois, c'est 17,5%. De 48 à 72, c'est 30, de 72 à 180, c'est 30, à 70, pardon, c'est 180, c'est 33, et au-delà de 180 000 dollars par an, c'est 39%. Faut savoir aussi que pour l'entreprise, lorsqu'ils prennent des dividendes, l'entreprise étant
taxé au niveau de 28%. Si vous êtes dans une tranche imposée vous-même à 33%, vous n'aurez qu'à payer que 5% de différence au niveau des taxes. Ça peut être aussi intéressant, vous ne payez pas des taxes sur l'ensemble de vos revenus. Donc, la stabilité, par rapport à nos amis calédoniens, malheureusement, qui expérimentent des situations extrêmement graves, c'est un pays qui est stable au niveau politique et économique. Le niveau de corruption, je crois que c'est le deuxième pays le moins corrompu au monde. Je crois que le premier pays, c'est le Danemark ou un pays du nord de l'Europe. Donc, c'est vraiment, lorsque les choses sont faites, les gens sont traités du même niveau que vous soyez le PDG ou le simple ouvrier, vous serez traité au même niveau. Voilà. Donc c'est aussi rassurant pour ça. Bon, et donc pour ça, vous inquiétez pas, lorsque vous allez investir en Nouvelle-Zélande ou lorsque vous allez traiter avec la Nouvelle-Zélande, on va devoir ou d'autres organismes s'assurer que l'argent qui sera investi dans la Nouvelle-Zélande est un argent propre et qu'on va faire toutes les démarches qui concernent l'anti-blanchiment d'argent. Voilà. Donc, venez pas apporter de l'argent qui n'est pas propre en Nouvelle-Zélande parce que ça sera refusé. Donc, notre job à nous, c'est lorsque les gens arrivent avec leur projet, on voit déjà, on va essayer de les aider à savoir si leur projet est faisable ou pas en Nouvelle-Zélande. Ce qui peut fonctionner en France ne va pas forcément fonctionner en Nouvelle-Zélande, simplement des fois pour des questions de taille. En Nouvelle-Zélande, on est 5 millions d'habitants. En France, on est 66 millions d'habitants. Donc, l'économie d'échelle et l'échelle d'économie n'est pas la même. Donc, lorsque les gens ont des projets d'immigration liés à des business, généralement, on fait des consultations à deux, soit avec Tatiana ou avec Julie, et moi aussi, eux s'occupent de la partie plus immigration, et moi, je m'occupe plus de la partie technique et éventuellement commerciale du business et les éventuels développements possibles des business. Donc, lorsque vous travaillez avec nous, comme on vous a dit dès le départ, on est une équipe qui va pouvoir regarder les différents côtés de votre projet et on aide bien souvent les entreprises à acheter, à se développer ici aussi en Nouvelle-Zélande. Donc, on va faire aussi avec vous, on va revoir avec vous les business plans, l'étude de marché avec des partenaires. On a des gens avec qui on travaille pour ça. Et quand vous avez les business plans et l'étude de marché, on va revoir avec vous et on va pouvoir étoffer un peu plus ces commentaires-là. Et bien évidemment, on travaille avec des avocats localement, des comptables, des experts comptables, des entreprises d'études de marché et de marketing et communication. Voilà, donc les personnes qui sont responsables pour ça, c'est moi-même et Julie Lefebvre. Donc, pour la partie immigration, vas-y, Marie, sur deuxième. Donc, il y a deux choix. Pour créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, soit c'est créer une entreprise pour développer votre entreprise déjà existante en Polynésie française, Calédonie ou en France. Et donc ça, s'il n'y a pas de projet lié à l'immigration, toute personne peut ouvrir une entreprise en Nouvelle-Zélande, mais doit nommer un directeur localement en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez ouvrir une entreprise et que vous êtes résident ou citoyen en Nouvelle-Zélande, il n'y a aucun souci. Pour les gens qui sont sous des visas, les visas de partnership, c'est-à-dire que si votre partenaire a un work visa ou avec un accredited ou non, vous avez la possibilité d'ouvrir un business. Les working holiday visas, mais attention, si vous ouvrez un business sous le visa working holiday visa, c'est pas sûr que ce business vous permette de rester à long terme sur la Nouvelle-Zélande. Il y a quelques conditions qui vous permettraient de rester, notamment de chiffre d'affaires et d'emploi. Je pense que Tatiana pourra préciser ça aussi, s'il y a des questions par rapport à ça. Mais ça sera pas le business en règle générale qui va pouvoir vous permettre de rester en Nouvelle-Zélande. Le visa entrepreneur,
on voulait un peu changer le slide, mais c'est vrai que c'est prohibitif parce que globalement, il y a environ que 5% des visas sous cette catégorie qui sont accordés. Donc, cette catégorie va changer, mais généralement, les gens qui veulent venir en Nouvelle-Zélande pour ouvrir un bed and breakfast ou un food truck ou tenir un motel, ça ne marche pas. C'est vraiment ça. Il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneur work visa, ça s'adresse à des gens qui ont déjà une expérience professionnelle en tant que dirigeant ou en tant que chef d'entreprise, qui vont créer un business qui va être innovant, qui va pouvoir se développer et qui va avoir un potentiel d'export. Le potentiel d'export peut être mitigé par moment si la croissance, il peut se développer, que vous employez plein de personnes, on peut dire que on va pouvoir diminuer l'importance de la partie exportation. Donc, pour chaque personne qui veut faire un visa d'entrepreneur, je leur conseille de venir nous voir au départ. Et généralement, ces gens-là, et vraiment, c'est vraiment le conseil que je donne à toute personne qui veut faire ce genre de visa, c'est de reprendre des études en Nouvelle-Zélande, qui va vous permettre d'appréhender le système de la Nouvelle-Zélande au niveau économique, et vous laisser économique, politique, et ainsi de suite, et qui va vous laisser le temps d'adapter votre projet d'entreprise. Une fois que vous avez fait votre reprise des études ou fait votre master, vous trouvez un employeur qui vous permet de mettre en pratique ce que vous avez appris, qui va vous permettre aussi de consolider votre expérience et vos connaissances de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, une fois que vous êtes résident, vous pouvez ouvrir n'importe quel business que vous voulez en Nouvelle-Zélande parce que votre business ne sera plus tenu à des conditions d'immigration. Tatiana, tu as des choses à ajouter par rapport à ça ou ça te correspond? Non, ça va. Merci. Non, mais effectivement, il faut effectivement, comme Philippe l'a précisé, les visas investisseurs sont vraiment des visas compliqués et il faut vraiment avoir une idée innovante et capacité d'exportation forte pour avoir une chance de succès en Nouvelle-Zélande. Voilà. Mais effectivement, tout ça, ce sont des catégories de visas qui vont certainement être revues dans les mois à venir parce qu'il y a un fort taux de déclin qui est inadmissible, en fait. Voilà. Merci, Marie. La suivante. On va voir si j'ai oublié des choses dans le visa. Donc ça, je pense qu'on a. Vous pouvez. Ah oui. Ce qu'on conseille aux gens aussi, c'est pas s'inventer un nouveau métier lorsque vous arrivez en Nouvelle-Zélande. Surtout dans le fait de racheter une entreprise ou de créer une entreprise, il faut quand même avoir une expérience parce que, comme tout chef d'entreprise le comprendra, il y a toujours une courbe d'expérience. Et si vous arrivez en Nouvelle-Zélande, vous créez quelque chose, vous n'avez aucune connaissance. Donc, si c'est déjà compliqué dans votre pays d'origine, ça sera d'autant plus compliqué dans un pays où vous n'avez aucun repère. Donc, toujours au départ, rester dans un domaine de compétences qui est le vôtre et qui vous permet de pouvoir faire quelque chose d'intéressant en Nouvelle-Zélande. Je pense à ça, je pense aussi beaucoup aux chefs d'entreprise, aux personnes qui sont cadres dirigeantes ou qui ont un niveau de responsabilité d'une entreprise qui a 50 ans, on leur dit vous êtes trop vieux pour rester travailler chez nous en France. Ce qui peut être un handicap en France devient un atout en Nouvelle-Zélande. Donc n'hésitez pas à venir faire des études, à vous reformer en Nouvelle-Zélande sur des sujets bien précis, qui vous permettra par la suite de pouvoir obtenir votre résidence. À 50 ans, même si vous n'avez pas une Rolex, votre vie n'est pas foutue, je vous assure. Voilà, c'est pour une référence à d'autres personnes. Donc, après, on a la possibilité d'immigrer en Nouvelle-Zélande sous un visa d'investisseur. Donc, ça va s'adresser à très peu de personnes, à moins que vous gagniez au loto demain, et dans quel cas on en parle, parce que les critères pour entrer en tant qu'investisseur, le plus sécurisant, c'est 15 millions de dollars, donc environ 10 millions d'euros. Donc ça, c'est la partie sécurisée qui va vous permettre de démontrer, de pouvoir investir en Nouvelle-Zélande et d'obtenir à terme la résidence. Bien sûr, il faut que ces 10 millions de dollars, ces 15 millions de dollars viennent de sources tout à fait légales. Voilà.
On ne veut pas de blanchiment d'argent par rapport à ça. Et après, cette somme-là peut être réduite à 7,5 millions si vous confiez votre argent à des gens qui vont le gérer pour vous, dans les fonds managés. Ou encore, il peut être réduit à 5 millions si vous investissez directement dans des entreprises qui sont agréées par NZT, qui est New Zealand Trade Enterprise, qui vont agréer ces fonds d'investissement, mais vont les agréer, mais pas les garantir. C'est-à-dire que si vous investissez dans des entreprises 5 millions de dollars, mais qu'au bout de 2 ans, on fasse les comptes et que votre investissement, sa valeur n'est plus que de 4,5 millions, on vous dira, vous remplissez pas les conditions, au revoir et merci, et vous aurez perdu 500 000 dollars. Donc, c'est pour ça que, globalement, lorsque vous voulez aller dans ce genre d'investissement, il est préférable de parler avec des gens comme nous au préalable et avec des conseillers financiers qui vont pouvoir vous aiguiller sur les chances de succès ou non des entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir investir. Et au bout de 48 mois, vous pourrez avoir une résidence permanente. OK. Des questions par rapport à ça? Alors oui, on a une question, Philippe, qui a été posée plusieurs fois. J'attendais votre intervention. Vous y avez partiellement répondu, il me semble, mais on a une personne qui vit en Nouvelle-Calédonie et qui voudrait monter en business avec des amis qui sont en Nouvelle-Zélande, un business d'import. Est-ce que dans ces cas-là, ils sont obligés de prendre un gérant néo-zélandais? C'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, il me semble. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Pour toute entreprise, vous pouvez créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, mais vous devez avoir un directeur présent en Nouvelle-Zélande. Qui peut répondre, qui a une responsabilité légale en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses pour. On peut, à titre, au niveau de l'entreprise, on aide certaines entreprises, on joue ce rôle-là pour certaines entreprises. Tout dépend des entreprises dans lesquelles, dans quel domaine d'activité les gens opèrent. Merci Philippe. On a également une personne qui demande si il est envisageable d'être freelance en Nouvelle-Zélande et du coup en utilisant le PVT. Alors là, je peux répondre. Ça dépend. Alors, il s'agit d'une personne qui est en UX design. Oui, en fait, c'est vrai que si vous êtes sur un PVT, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer votre activité à l'étranger, il n'y a pas de problème. Pour les autres visas qui ont des conditions par rapport à l'employeur en Nouvelle-Zélande, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il vaut mieux éviter. Et il y a eu du bruit, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé aussi, des full remote visa. Ouais. Il y a eu du bruit. L'immigration a dit qu'ils allaient considérer un visa justement pour ce genre de situation remote. Bon, on attend. Pour l'instant, on n'a rien. Donc, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que quand on vient en Nouvelle-Zélande sur un visa de travail qui a des conditions par rapport à l'emploi sur le visa, il peut être dangereux de continuer une activité à l'étranger parce que ça va être considéré comme étant du travail. Et donc, du coup, comme ce travail-là ne serait pas listé sur le visa, il ne peut pas être listé sur le visa, il y a un risque de se faire pincer. Voilà. Mais par contre, sur un Working Holiday Visa, il n'y a pas de souci. Quand on parle du full remote visa, on parle également du nomade visa. Hein. Oui, c'est ça. On attend toujours. En fait, on n'en a pas là en Nouvelle-Zélande. Hein. Pour l'instant, ça n'existe pas. Ouais. D'accord, merci. Oui. On a quelqu'un qui demande si on peut acheter une entreprise déjà active en Nouvelle-Zélande et s'installer en Nouvelle-Zélande en achetant une entreprise locale. On peut acheter une entreprise déjà active en Nouvelle-Zélande. Après, ça dépend, comme dirait Tatiana. Ça dépend. Est-ce que cette entreprise va pouvoir vous permettre de remplir les conditions qui sont de l'entrepreneur Work Visa si on peut l'acheter, mais vous pouvez amener quelque chose d'innovant dans l'entreprise, vous pouvez amener quelque chose et qui va se développer et vous allez pouvoir exporter. Donc, ça dépend. Ça va être, Tatiana, ça dépend, on va t'appeler maintenant. Merci.
On a une autre question. Je m'interroge aussi sur le statut contractor, si c'est ouvert aux expatriés et détenteurs de visa Working Holiday Visa et les possibilités de recrutement. C'est similaire à ce que j'ai dit Freelance. juste avant hein, sur le freelance. Donc, c'est toujours une condition de visa. Après, il y a une particularité, particularité pour l'IT. Il faudrait que je revienne vers vous, mais il y a une particularité en termes d'offres d'emploi pour quelqu'un qui veut travailler en IT, qui pourrait effectivement avoir un emploi en tant que contracteur pour postuler à la résidence. Par contre, pour travailler en tant que contracteur en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose que ce que j'ai dit par rapport au freelance. Hein. Donc, il faut que ce soit soit sur un visa ouvert, et sinon, il n'y a pas de visa fermé. Il faudrait peut-être que je revienne vers vous là-dessus. Mais sinon, il n'y a pas, a priori pas de visa fermé qui vous permette de faire du contracting standard, quoi. Je reviendrai peut-être, faudrait peut-être préciser ça, mais a priori, non. D'accord. De toute façon, on a affiché les contacts de chacun pour les questions supplémentaires ou les questions que nous n'aurions pas eu l'occasion d'aborder pour le moment. Quid du solo trade? Solo trade, je pense que c'est la même chose. Hein, ouais. Mon père a un passeport néo-zélandais, mais il vit en Nouvelle-Calédonie comme moi. Est-il possible d'en obtenir un aussi par le biais de la filiation? Ça dépend. Non, Attention, le passeport, c'est une question d'immigration. C'est bien une question d'immigration, c'est une question de citizenship. Et il y a un site, où vous pouvez vérifier les conditions. Et donc, c'est un site, je ne me rappelle plus du site, mais c'est le vous avez DIA. Pardon? C'est le site du DIA, Department of Internal Affairs. Mais c'est facile, vous tapez citizenship, New Zealand Citizenship sur Internet, vous allez tomber sur le site du DIA. Et pour le coup, les critères sont beaucoup plus faciles à comprendre que les critères de l'immigration. Et vous n'avez plus qu'à répondre à un questionnaire. Un questionnaire, Voilà. c'est oui, non. Et par rapport à l'arborescence, ça vous dira si vous êtes éligible ou pas à citizenship ou pas. Merci beaucoup. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Il y en a eu beaucoup. Pardon, je reviens juste sur cette histoire de citizenship. Juste comme ça, from the top of my head, comme on dit, il y a un critère pour la citoyenneté qui est en particulier de pouvoir montrer qu'on a l'intention de rester ou de s'installer en Nouvelle-Zélande. Alors, si vous n'habitez pas en Nouvelle-Zélande, a priori, ça pourrait ne pas passer. Mais bon, regardez l'arborescence sur le site Internet. Ok. Quel est le niveau d'anglais requis pour travailler en Nouvelle-Zélande? Il faut une note minimum au ULTS. Alors ça va dépendre de l'emploi recherché et du type de visa pour lequel vous allez postuler. Le minimum, c'est 4, je crois. Le minimum, c'est 4. Alors ça, c'est pour les postes peu qualifiés. Hein. Ouais, minimum, le minimum. Donc, voilà, pour les postes pour qualifier. Parce que par contre, pour la résidence, le critère est plus haut. Plus élevé. Oui. Et puis aussi, ça dépend du métier. Si vous allez rentrer, si vous voulez travailler dans un métier qui demande un enregistrement dans un corps professionnel, le corps professionnel en lui-même, par exemple l'ordre des médecins ou l'ordre des profs, va avoir son propre critère aussi de langue. Donc, ça dépend. Voilà. Merci. Il y a une question à laquelle je vais répondre. Pourquoi France Travail fait cette promotion? Est-ce que France Travail peut apporter une aide, quelle qu'elle soit, ou est-ce simplement pour donner une ouverture? Donc France Travail, on accompagne toutes les personnes en recherche d'emploi qui ont un projet de mobilité internationale. Donc dans ce cadre-là, nous organisons des webinaires et des ateliers. On couvre quasiment toutes les régions du monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un projet de mobilité internationale, vous pouvez me contacter ou contacter votre conseiller référent France Travail et lui faire la demande de bénéficier de cet accompagnement, qui est une prestation de 3 mois. Voilà. Savez-vous où peut-on postuler pour trouver un travail en arrivant en Nouvelle-Zélande? Alors pour un PVT, je vous ai mis des liens tout à l'heure dans la barre de conversation pour la recherche d'emploi en PVT. Quels sont les secteurs qui recrutent? Je pense que nous l'avons vu tout à l'heure. Je pense que pour répondre à ces questions-là, il y a le site TradeMe, trademe.co.nz. C'est un peu le bon coin local.
c'est un peu le bon coin local en Nouvelle-Zélande, et c'est là que vous avez toutes les chances de retrouver des offres d'emploi en Nouvelle-Zélande. Et après, on a le site sic.co.nz, mais généralement pour le site SIC, il faut aller ensuite derrière postuler au niveau des entreprises. Merci Philippe, je l'ai ajouté dans la barre de conversation. Donc, on a pu le voir, les questions d'immigration sont complexes et comme le dit très bien Tatiana, ça dépend. Donc, le fait de travailler avec des conseillers d'immigration en immigration comme Tatiana et Julie n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillé parce que, comme l'a dit tout à l'heure Tatiana, les règles d'immigration changent assez rapidement et les règles d'immigration vont s'adapter en fonction des critères économiques et sociaux du pays. Donc, si vous avez besoin, pour vos questions, vous avez nos adresses email. Et pour les questions d'immigration, vous pouvez contacter Tatiana. Pour tout ce qui est questions éducation, Ariane. Et pour tout ce qui est questions business et entreprendre, vous pouvez me contacter par rapport à ça. Et pour tout ce qui est questions des Working Holiday Visa, Marie se fera un plaisir de vous répondre. Et pour toutes vos questions pour la mobilité internationale, Pauline aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous remercier de votre attendance, d'être venu. Et on vous dit à bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit? Kira, en Nouvelle-Zélande, qui dit welcome, bienvenue. Oui, mais au revoir, c'est Kakite. Ah, je sais pas, je suis pas très calé en maori encore. Je crois, hein, Kakite, ça, je merci. dis n'importe quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention ce matin. Merci de nous avoir de tous vos éclairages très précieux. Merci nous avoir donné envie, surtout à travers votre intervention ce matin. À tous les participants, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous l'avez compris, hein, Philippe, Ariane, Tatiana ou Marie pour des questions d'immigration ou de PVT ou d'installation. Et puis, pour un accompagnement à la mobilité internationale, si vous avez un projet de mobilité, n'hésitez pas à faire signe à votre référent France Travail. On peut vous accompagner sur la démarche réseau, les techniques de recherche d'emploi à l'étranger. On peut vous accompagner tout au long de votre réflexion. C'est ce qu'on fait au quotidien. Voilà, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Vous étiez nombreux. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Vous avez nos coordonnées si besoin. Et merci encore 1000 fois, Ariane, Philippe, Tatiana et Marie. On peut dire que cet enregistrement sera disponible sur la bibliothèque, la vidéothèque de France Travail. Aussi. Tout à fait. J'ai remis le lien plusieurs fois dans la barre de conversation. Vous aurez accès à cette présentation d'ici quelques jours, le temps qu'on la mette en ligne sur ce lien. C'est la vidéothèque Mobilité internationale de France Travail. Okay. Merci pour cette précision. Voilà, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi pour avoir plus d'informations et s'inscrire aussi à la newsletter qui est très intéressante et qui paraît de façon minimum, il y a 1 ou 2 newsletters par mois, voire plus, suivant les actualités. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée, bonne nuit. Marie, merci d'être venue malgré l'heure tardive. Merci, à bientôt. Pour vous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Allô? Ah ouais.
Allô?